Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va écouter Emeline qui va nous parler du papier qu'elle a soumis à IMC cette année, qui est ISP Probing Reduction with Anaximander. Donc, je t'en prie, Emeline. Ouais, alors je vais partager mon écran. Voilà, tout le monde voit? Oui, ouais, c'est bon. Ok. Ouais. J'arrange un peu mes fenêtres, voilà, ok. Déjà, merci à tous pour cette invitation à ce groupe de lecture. Alors, je vais vous présenter notre papier qu'on vient juste de soumettre à IMC et qui s'intitule ISP Probing Reduction with Anaximander, comme vous venez de l'apprendre. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler de découverte de topologie, vous vous en doutez, mais plus particulièrement de découverte de la topologie intradomaine d'un AS en particulier. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ça va être de développer un outil capable de cartographier un AS d'intérêt dans Internet, à l'inverse d'une campagne de mesure à large spectre sur tout Internet. Alors, comme vous le savez déjà, Internet est composé de milliers d'AS, et ces AS peuvent être très différents les uns des autres. Donc, ils vont chacun avoir leur stratégie de routage, leur infra, leurs accords commerciaux, etc. Ils vont aussi avoir une taille, un rôle différent. Donc, on peut avoir de petits AS régionaux qui servent seulement quelques clients, ou bien au contraire des grands AS qui assurent la connexion au niveau mondial. Enfin, bref, ils sont tous très différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait obtenir de telles cartes intradomaine au niveau routeur? En fait, c'est important pour différentes choses, comme par exemple pour l'évaluation, le design de protocole, la gestion du réseau, la modélisation du réseau, bref, pour toute une série d'études intradomaines qui comptent sur ce genre de données. Et vu la variété des AS, c'est important de conduire ce genre de recherche sur un maximum d'AS différents pour être le plus complet possible. Alors, au niveau des travaux déjà réalisés sur ce sujet, il y a Rocket Fuel qui a été proposé aux alentours de 2002. Et en réalité, depuis Rocket Fuel, il n'y a pas eu de nouvelles propositions pour atteindre cet objectif, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a besoin de nouvelles techniques de mesure. Et c'est ce qu'on propose avec Anaximander, notre nouvel outil. Alors, dans un premier temps, on va parler de Rocket Fuel et de ce qui fait qu'il n'est plus adapté aujourd'hui. Et ensuite, alors, je vous parlerai de notre nouvel outil qui va être capable, comme Rocket Fuel, de diriger ces sondes vers l'AS d'intérêt, mais aussi de réduire un maximum le nombre de sondes envoyées. Alors, très rapidement, je vais vous présenter le dataset qu'on utilise tout au long de ce travail. On s'est basé sur un dataset de traceroute collecté avec TNT. TNT qui est une extension à Paris Traceroute qui permet en plus de découvrir les tunnels MPLS. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une vue plus complète de l'AS, de découvrir plus d'IP, plus de liens. Et ces traceroutes, ils ont été lancés depuis 14 moniteurs et surtout les préfixes routables dans Internet avec une granularité /24, ce qui représente environ 11 millions de traceroutes. Alors, étant donné qu'on sonde tout Internet à la granularité la plus fine, on considère donc que pour notre ensemble de moniteurs, ce dataset il va représenter en quelque sorte notre grande trousse. Alors, ensuite, pour extraire les cartes intradomaines de toute cette masse d'informations, on utilise Border Mapit, qui est un outil qui permet de déterminer à qui appartient un IP, à qui appartient un routeur, et donc ça va nous permettre de bien délimiter les AS les uns par rapport aux autres. Et pour que les inférences de Border Mapit soient le plus précises possible, c'est bien d'avoir des infos aussi sur les routeurs, pas seulement sur les adresses IP. Et donc, pour faire notre résolution d'alias, on utilise Midar et Apple, qui sont deux outils complémentaires. OK, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rocket Fuel, c'est un outil qui a été proposé dans les années 2000 pour cartographier des AS. Et les cartes Excuse-moi, Emeline, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu Ouais. peux juste me dire vite fait ce que font Midar et l'autre du milieu parce que je ne les connais pas? Oui, alors si je reviens sur la slide. Midar et Apple, voilà. Ouais, Midar, c'est un outil qui se concentre en fait sur des similarités entre un champ particulier qu'on trouve dans les paquets IP, c'est l'IP ID.
Et donc, en fonction de ce champ, en fait, ils arrivent à faire des rapprochements entre les routeurs. Si on voit que le champ augmente de manière monotone, alors on sait dire que des paquets viennent du même routeur et donc on sait grouper des interfaces entre elles. Ça, D'accord. c'est l'idée. Et Apple, il fonctionne sur un autre système. Il ne dépend pas du tout des caractéristiques des routeurs comme certains champs dans les paquets. Il se base vraiment sur la topologie. Donc, il compare en fait le nombre de hops entre soi-même, entre le routeur, et il compare avec d'autres points de mesure, etc. Et c'est comme ça qu'il arrive à trouver des alias. Et du coup, les deux sont vraiment complémentaires. Midar D'accord. va trouver des alias que Apple ne va pas trouver et inversement. Euh, et voilà. D'accord. Ok, merci. Ouais. Du coup, si on revient à Rocket Fuel, comme je le disais, en fait, les cartes qui ont été proposées par Rocket Fuel, elles ont longtemps été utilisées et elles le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais les choses ont changé en 20 ans. Donc non seulement le réseau, mais aussi les outils de mesure qu'on possède. Et donc l'un dans l'autre, ben, ce n'est pas vraiment étonnant que certains aspects de Rocket Fuel soient maintenant dépassés. Alors, comment marche Rocket Fuel dans les grandes lignes? Eh bien, il se sert d'informations de routage qu'on trouve dans des tables de routage mis à disposition par des projets comme RouteView. Il va aller puiser l'information là-dedans et construire une liste de cibles qui sont supposées passer par la S d'intérêt et qu'on appelle les préfixes dirigés ou les sondes dirigées. Alors ça, c'est la première étape qui permet de construire le pool initial d'adresses. Et ensuite, à ce pool d'adresses, ils appliquent un ensemble de techniques de réduction pour minimiser le nombre de sondes envoyées. Et donc, ils en ont 3, l'egress reduction, la next hop AS reduction et l'ingress reduction. Alors, déjà à l'époque, Rocket Fuel avait certaines limites qui étaient connues, notamment l'inférence de beaucoup de faux liens entre les routeurs qui étaient dus à l'utilisation de traceroute et pas de Paris traceroute, puisque ça n'existait pas encore à l'époque. Et donc maintenant, c'est un problème qui ne se pose plus, mais les cartes qui sont mises à disposition par Rocket Fuel, bah, elles ont toujours ce défaut, ce qui renforce encore une fois le besoin de nouvelles techniques de mesure et de nouvelles cartes intradomaines. Au-delà de ça, il y avait aussi, ils utilisaient aussi des techniques de résolution d'alias qui sont dépassées aujourd'hui. Et voilà. Et donc maintenant, on va voir plus en détail leur technique de réduction et pourquoi elles ne sont en fait plus du tout adaptées à Internet de nos jours. Alors, on commence avec la première, l'egress reduction. Donc, on a ici un petit schéma qui explique de quoi il s'agit. Et en fait, l'idée, c'est que si on a 2 traceroutes qui sont lancées depuis un même moniteur ici vers 2 destinations différentes, et si ces 2 traceroutes passent par le même egress, c'est-à-dire le routeur ici qui se trouve en bordure d'AS, alors le chemin qui est pris dans l'AS d'intérêt, ben, il va être le même. On va avoir une redondance. Et c'est pour ça qu'on peut faire une première réduction, une première économie, en ne lançant qu'une seule des 2 sondes. Donc ça, c'est la théorie, et en théorie, c'est un bon principe, sauf que ça va être difficile à mettre en place, et même si on l'applique correctement, l'économie de sondes que ça va nous permettre de faire, ça va vraiment être minime, et donc ce ne sera pas la peine en fait. Donc plus précisément, comment est-ce qu'elle marche, leur technique? En fait, la première chose, c'est que pour savoir si 2 traces passent par le même égress, il faut commencer par une phase de pré-sondage pour identifier ces égresses, justement. Donc Rocket Fuel commence comme d'habitude en allant chercher l'information dans les tables de routage. Ils prennent leurs préfixes dirigés. Puis parmi ces préfixes dirigés, ils vont identifier un certain type, un sous-type de préfixes qu'on appelle les préfixes dépendants. Ces préfixes dépendants, en fait, c'est les préfixes qui correspondent à ceux annoncés par l'AS d'intérêt lui-même, c'est-à-dire ses préfixes internes, et aussi les préfixes annoncés par ses clients, mais des clients qui n'ont que lui comme provider, donc ils ne sont pas multi-homed. Et donc, c'est seulement sur ces préfixes qu'on lance le pré-sondage pour identifier les égresses. Et une fois qu'on a les égresses, alors on peut faire l'égress reduction. Alors, ok, très bien, mais quel va être le potentiel de réduction de cette technique? Eh bien, voilà les résultats que je vous présente ici pour 3 AS en particulier, un stub, un transit et un tier 1. Et donc, pendant toute la présentation, je parlerai de ces 3 AS.
Donc, ce tableau présente tout d'abord le nombre de préfixes dirigés, c'est-à-dire le nombre de traces routes qu'on va devoir lancer pour cartographier la S. Et parmi ces préfixes dirigés, on a le pourcentage de préfixes dépendants. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que les résultats peuvent être très différents en fonction de la S. Par exemple, pour le transit et le tier 1, on voit que sur les 830 000 cibles, sur les 830 000 traces routes qu'on va devoir lancer, il n'y en a que 2% qui peuvent potentiellement être réduits. Donc, ce n'est même pas une réduction qui est assurée, c'est une réduction potentielle. Et donc, on voit bien que ça ne va pas vraiment être la peine de se lancer dans une phase de pré-sondage pour avoir une réduction aussi minime. Alors, pour un stub, maintenant, on voit qu'il y a 80% de préfixes dépendants, donc le potentiel de réduction dans ce cas-ci est beaucoup plus grand. Seulement, quand on voit à la base qu'on n'a déjà que 157 traces routes à lancer pour cartographier la S, on voit encore une fois que ce n'est pas vraiment la peine de se lancer dans une phase de pré-sondage pour avoir une réduction assez faible en termes de nombre brut de sondes. Donc en bref, cette technique, elle est coûteuse à mettre en place puisqu'elle nécessite une phase de pré-sondage et en plus, elle ne va pas amener des réductions vraiment importantes. Ok, donc ça c'était pour leur première technique. La deuxième technique de réduction de rocket fuel, c'est la Next Up AS Reduction. Alors, l'idée de la Next Up AS Reduction, c'est que le chemin qui est pris dans l'AS d'intérêt, en fait, il dépend avant toute chose du Next Up AS dans le chemin, plutôt que de la destination spécifique, ici, qui est plus lointaine. Donc, ça veut dire que toutes les cibles qui partagent le même Next Up AS, comme les deux ici, en fait, elles peuvent être réduites à un seul trace-route selon eux. Alors, pour vérifier leur hypothèse, on a évalué sur notre dataset le nombre de fois qu'on voyait plusieurs égresses pour un même next up. Et donc, si on voit plusieurs égresses, ça implique qu'il y a plusieurs chemins différents dans la S d'intérêt. Donc voilà, on a ici la distribution du nombre d'égresses par next up. Et ce qu'on voit en fait, c'est que dans 35% des cas, leur hypothèse, elle est fausse en fait. Et on va voir plus d'un égresse par next up. Rocket Fuel, ils avaient fait une première évaluation de ça. Ils avaient évalué que c'était seulement dans 7% des cas que ça se produisait. Mais voilà, leur dataset était plus restreint. Et aussi, Internet a changé depuis 20 ans. Les AS sont souvent connectés entre eux avec plusieurs liens au lieu d'un seul pour avoir de la redondance dans les connexions, etc. Et donc, voilà, ça explique le changement qu'on voit maintenant. Alors, pour aller... Ouais. J'ai une petite question, si je peux. Dans le slide précédent, en fait, tu parlais des dépendances des igresses. Et en fait, je ne suis pas complètement certain d'avoir compris exactement quelle était la réduction. En fait, le préfixe cible, on est d'accord que c'est n'importe quel préfixe de l'Internet. Vu que tu dis qu'il y en a genre 800 000, c'est à peu près n'importe quel /24, on est d'accord. En effet, pour les grands AS qui sont impliqués dans beaucoup de trafic, comme les tier 1 et certains transits, en fait, cette technique de préfixe dirigé, elle se ramène en fait à toute la table de routage. Ouais. Parce que 830 000... Mais quand tu dis ils sont dépendants, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu regardes le chemin de bout en bout entre VP et TI, ou tu regardes le chemin à l'intérieur de ton AS d'intérêt, ou enfin à quel moment tu dis ils sont dépendants? C'est ça qui m'échappe un petit peu. Ouais, ok. Les préfixes dépendants, en fait, ce sont les préfixes internes à l'AS d'intérêt. Donc, il n'y a que lui qui les annonce. Ça, c'est facile à identifier parce que, voilà, on le voit dans les tables de routage. Et il y a aussi les préfixes de ses clients. Mais ces clients, ils doivent être, en fait, ils doivent avoir un seul provider. Donc, ils doivent avoir accès à Internet uniquement via cet AS d'intérêt. D'où l'idée qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller sonder tout le client puisqu'il n'y aura que quelques égresses et donc ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Donc, ils veulent se limiter aux égresses. Et cette technique-là, elle ne marche pas super bien pour les grands AS parce que le tier 1, en fait, il va rarement avoir des clients qui sont single-homed, je ne sais pas comment on dit en français. Pour moi, même, ça n'a pas trop d'intérêt d'être single-homed. Enfin, pourquoi avoir un AS si tu n'as qu'un seul provider? Oui, voilà, c'est ça. C'est une technique du coup qui ne marche plus très bien aujourd'hui, que ce soit. Je pense même qu'à l'époque, ça n'avait pas de sens. Je pense que même à l'époque, ça n'avait pas de sens. C'est pire que ça, si tu veux. Je ne le dis pas, je ne le dis pas.
Enfin, Mais bon, je donc, sais oui. pas ce qu'en pensent Christelle et Benoît, mais je vois pas trop quel est l'intérêt d'avoir un AS single home dans l'absolu. Mais donc du coup, alors la dépendance, si tu peux me redire juste en quelques mots, à partir de quand deux chemins sont dits dépendants, enfin deux préfixes sont dits dépendants? Bah, c'est quand... non, c'est les... pardon. Il n'y a pas deux préfixes qui sont dépendants entre eux. C'est un préfixe qui est dépendant, tout simplement. Ouais, le nom est peut-être un peu trompeur. Par exemple, un préfixe interne est dépendant. Il n'est pas dépendant avec un autre. D'accord, donc c'est les préfixes de l'AS en fait, ou de Le ses clients préfixe... directs, Ouais, ou de c'est son code ça. de client. Mhm. D'accord. Et je pense, enfin, à mon avis, c'est vraiment le code de client, c'est-à-dire que dans les préfixes effectivement de tes AS clients, à mon avis, ces clients peuvent être multi-homés, mais c'est simplement que dans ton AS d'intérêt, bon bah voilà, il a plein de clients et ces clients mettent à disposition un certain nombre de préfixes et donc ça fait partie du code client de préfixes. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le temps à France Télécom. Je ne sais pas si Ouais. la terminologie est la même à Liège, Si, le code mais client. voilà. Ok, et donc, donc ça doit être ça les dépendants préfixes. Ok, merci, je te laisse continuer, désolé. De rien. Non, c'est pas grave, c'est mieux d'interrompre avec des questions. Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, donc on parlait de leur deuxième technique de réduction, où on avait fait une première évaluation qui n'était pas très prometteuse. Et pour aller plus loin, on a aussi simulé alors la Next Stop AS Reduction sur notre set de données. Et on a trouvé que dans le pire des cas, ça pouvait mener à une réduction dans la découverte de la topologie d'un AS, jusqu'à 13% pour les adresses et jusqu'à 28% pour les liens. Donc on voit en fait que cette technique, elle est trop agressive, elle va mener à trop de faux positifs, on va supprimer trop de traceroutes avec cette technique. Alors, on passe à la troisième et à la dernière technique de réduction de Rocket Fuel, qui est l'ingress reduction, et qui nous dit que si on lance deux traceroutes depuis deux moniteurs différents vers une même cible et que ces deux traceroutes passent par le même ingress, alors encore une fois, le chemin pris dans l'AS d'intérêt va être redondant. Et donc, on peut faire une économie en ne lançant qu'un seul des deux traceroutes depuis un seul des deux moniteurs. Alors ça, c'est une technique qui s'applique bien à Rocket Fuel de par leur design, en fait. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur liste de cibles et ils donnent l'entièreté de leur liste à chacun de leurs moniteurs. Ce qui veut dire que toutes les cibles vont être sondées par tous les moniteurs. Mais nous, dans le cadre de notre travail, en fait, on a décidé de ne pas suivre ce design, mais plutôt de diviser la liste de cibles en plusieurs parties et de les répartir entre les différents moniteurs. Donc, ça veut dire qu'avec cette manière de faire, en fait, on ne sera jamais dans le cas où on a deux moniteurs qui lancent une sonde vers la même cible et donc on ne pourra jamais faire de l'ingress reduction. Mais en fait, on a décidé de procéder de cette manière parce que diviser la liste de cibles et la répartir entre les moniteurs, ça permet déjà fortement de réduire le nombre de sondes. Pas comme Rocket Fuel où tous ces efforts étaient décuplés avec tous les moniteurs. Et en fait, en procédant de cette manière, on ne perd pas beaucoup d'informations parce qu'il a déjà été montré qu'un ensemble de 13 routes lancées depuis des moniteurs différents vers des mêmes cibles, même si ces moniteurs ne sont pas des voisins proches, tous ces 13 routes, ils ont quand même tendance à passer par les mêmes routeurs et les mêmes liens dans Internet. Donc, en fait, rajouter différentes sources pour sonder les mêmes cibles qu'on a déjà sondées avec d'autres moniteurs, ce n'est pas une bonne idée de faire ça parce que ça va mener à énormément de redondance. Donc voilà, nous, on change complètement de design, ce qui fait qu'on ne va pas considérer l'ingress reduction, elle ne s'applique pas à notre cas. Donc voilà, petit résumé de toutes les techniques et ce qu'on peut en dire, c'est que ces techniques de réduction, elles ne sont plus adaptées à Internet aujourd'hui, ce qui n'est pas très étonnant puisque le réseau a changé, les pratiques ont changé, on a du traffic engineering, des choses comme ça, ce qui fait que maintenant, voilà, ça ne marche plus très bien. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi Rocket Fuel était plus adapté, on va parler d'Anaximander, notre nouvel outil de cartographie intradomaine. Alors d'abord, pourquoi Anaximander? En fait, c'est un philosophe grec qui est connu pour avoir été le premier à publier une carte du monde. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un œil à Wikipédia. Alors, quel est le mode de fonctionnement d'Anaximander? En fait, on va procéder en deux étapes. D'abord, la stratégie et ensuite la phase de sondage à proprement parler.
Donc, dans un premier temps, tout comme Rocket Fuel, on va aller collecter des informations de routage et construire notre pool initial d'adresses. Une fois qu'on l'a construit, alors on va appliquer successivement nos techniques de réduction, à savoir la Best Directed Prefixes Reduction et l'Overlay Reduction. Puis, nouveauté par rapport à Rocket Fuel, on va en fait ordonner les cibles entre elles, au lieu de les lancer complètement au hasard, et on verra en quoi c'est utile de faire ça. Alors, à la fin de cette étape de stratégie, on a donc une liste de cibles qui est ordonnée, qui va servir d'input à la phase de sondage. Alors, cette phase de stratégie, elle n'a aucun coût de sondage, il s'agit juste d'une analyse d'étape de routage, donc on n'a pas de phase de pré-sondage comme Rocket Fuel. Et finalement, la phase de sondage, on va tirer parti en fait de l'ordre des cibles qu'on a fait dans la stratégie ici pour pouvoir réduire encore plus le nombre de sondes envoyées et pour pouvoir également accélérer le processus de découverte. Et finalement, c'est possible de faire de la résolution d'alias avec Apple et Midar pour obtenir des cartes au niveau routeur. Alors, on commence tout de suite avec la construction de notre ensemble initial de cibles. Comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver des traces routes qui vont passer par l'AS d'intérêt? Alors, dans un premier temps, en fait, on va reprendre exactement la même technique que Rocket Fuel, parce que même si leurs techniques de réduction sont dépassées, la technique pour trouver des traces routes qui passent par l'AS d'intérêt marche encore. Donc, on a ici une table de routage qui est composée de différentes entrées. Chaque entrée contient donc un préfixe qui peut avoir n'importe quelle longueur. On a du /16, du /22, du /24, etc. Et un préfixe est associé à différents attributs, mais en particulier, celui qui nous intéresse, c'est l'espace. Et donc, si notre AS d'intérêt, imaginons que ce soit dans ce cas-ci le 3356, apparaît dans l'espace, alors on sait qu'une sonde vers une des IP contenues dans le préfixe, il y a une probabilité qu'elle passe par l'AS d'intérêt. Donc ça, ce sont les préfixes dirigés selon Rocket Fuel. On choisirait celui-ci, celui-ci et celui-ci parce que l'AS d'intérêt apparaît. Alors nous, ce qu'on va faire en plus de ça, c'est de traiter les préfixes internes à l'AS d'intérêt un peu différemment. Comme par exemple celui-ci, on voit qu'il est interne parce que le dernier AS dans l'espace, c'est l'AS d'intérêt. Donc ça veut dire que c'est lui qui l'a émis dans la table de routage. Et ce préfixe, en fait, dans ce cas-ci, c'est un /22, on va se ramener à une granularité plus fine. Donc, on va le décomposer en chacun de ces /24, comme ceci. Donc, pour ces deux préfixes, on choisit simplement une adresse IP au hasard dans le préfixe pour lancer notre trace route. Et pour celui-ci, on va choisir 4 adresses IP qui correspondent à la décomposition en les 4 préfixes. Donc, voilà de quoi est constitué notre pool initial d'adresses. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Quelle est la couverture réseau qu'on va réussir à obtenir? D'abord, on va regarder les résultats uniquement avec les préfixes dirigés de Rocket Fuel. Donc, on a ici dans ce tableau la couverture pour les adresses IP, pour les liens et le nombre de traces routes qu'on a dû lancer pour obtenir ça. Et ce qu'on voit, c'est que les résultats ne sont pas très brillants. Donc, pour le stub, on a seulement 27% d'IP, 19% de liens. Pour le transit, 29% d'IP, 31% de liens. Et pour le tier 1, là, c'est quand même un peu meilleur. 80% d'IP, 77% de liens. Alors, si on regarde maintenant les résultats avec notre pool d'adresses augmenté, celui qui comprend les préfixes internes divisés en /24, alors on voit que les résultats sont bien meilleurs. Donc, pour le stub, on passe à du 99%. Pour le transit, ça augmente aussi beaucoup, 99% pour les IP, 93% pour les liens. Et pour le tier 1, on augmente aussi, même si c'est un peu moins impressionnant, 90% pour les IP, 81% pour les liens. Donc en fait, on peut vraiment voir l'effet bénéfique que ça a eu de décomposer les préfixes internes en /24. Et en fait, quand on y réfléchit, ce n'est pas vraiment étonnant comme résultat, parce que pour les stubs, étant donné qu'ils sont situés vraiment à l'extrémité du réseau, les seules sondes qui vont réussir à traverser le stub, c'est celles qui sont lancées sur les préfixes internes. Donc, on a vraiment intérêt à décomposer en une granularité plus fine pour obtenir un maximum d'informations. Et pour les AS plus grands, comme les tier 1, ce n'est pas non plus étonnant que les préfixes internes mènent à beaucoup de découvertes, puisque lancer des sondes directement dans le réseau, naturellement, ça permet de découvrir beaucoup d'éléments.
Mais on verra un petit peu plus tard que dans ce cas-ci, juste les préfixes internes, ce n'est pas suffisant pour découvrir toute la topologie. On a besoin aussi des préfixes dirigés. Ok, donc ça, c'était notre pool initial d'adresses. Mais comme vous voyez, on est toujours dans les 800 000 sondes, c'est-à-dire toute la table de routage. Donc maintenant, on va essayer de réduire ça avec notre première technique de réduction, la Best Directed Prefixes Reduction, qui repose en fait sur une observation assez simple du fonctionnement des tables de routage. Donc, on a ici de nouveau une table de routage et ce qu'on constate, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs fois le même préfixe. Okay, donc, dans les opérations normales de BGP, c'est normal d'apprendre différentes routes vers le même préfixe. Seulement, dans les faits, il n'y a qu'une seule de ces entrées qui va être réellement utilisée pour acheminer le trafic. Il n'y a qu'une seule de ces entrées qui sera dans la table de forwardage. Le problème, c'est qu'on n'a pas la table de forwardage, on a la table de routage. Et donc, ça veut dire que si on construit notre pool initial sur base de la table de routage, en fait, on va perdre notre temps à sonder des préfixes qui pourraient potentiellement être atteints via l'AS d'intérêt, mais qui en fait ne le seront jamais en pratique parce que BGP aura décidé d'un autre chemin, un chemin qui potentiellement ne passe pas par l'AS d'intérêt. Ce qu'on va faire donc pour remédier à ça, c'est construire notre propre table de forwardage à partir des tables de routage. Et donc, il y a différents critères dans BGP pour sélectionner quelle sera la meilleure route, mais nous, on se concentre uniquement sur la règle du plus court à espace, qui dit que quand on a différentes routes vers un même préfixe, on préférera toujours celle qui a l'espace le plus court, pour des raisons évidentes de ne pas rallonger inutilement le chemin dans le réseau. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on procède? Quand on voit qu'on a plusieurs chemins vers un même préfixe, on sélectionne tout simplement celui qui a le plus petit à espace. Donc, on se retrouve de 3 entrées à une entrée, et les deux autres, on les récupère normalement puisqu'elles sont seules. Et donc, une fois qu'on a construit notre table de forwardage, on applique notre technique des préfixes dirigés comme d'habitude, où on sélectionne les préfixes où l'AS d'intérêt est présent dans l'espace. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on sélectionne ce préfixe, mais ce préfixe-ci, on ne le sélectionne pas, puisque l'AS d'intérêt n'est pas présent. Donc, c'est intéressant de faire cette réduction parce qu'on voit que si on considère seulement la table de routage, ce préfixe-ci, on l'aurait quand même sélectionné, en fait, puisque l'AS d'intérêt apparaît dans l'espace. Okay. Excuse-moi, j'ai 2 questions. Ouais. La première, on est d'accord que là, la RIB que tu montres, c'est celle d'un même Vantage Point. Oui, c'est un même collecteur c'est pour ça que BGP. Voilà, donc c'est pour ça que tu rejoues en fait le processus de décision BGP. Et en fait, tu fais l'hypothèse qu'en fait, en gros, il ne va rien se passer de grave avant la décision sur l'espace. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de blague sur le local pref, sur le wait Cisco ou ce genre de choses. On est d'accord que c'est une hypothèse que tu as faite? C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est vrai que le premier critère de sélection de BGP, ce n'est pas du tout l'espace, c'est avant tout des préférences définies par les opérateurs, des préférences économiques, ce genre de choses. Mais on va voir dans la simulation qu'on fait par après que de fait, ça n'a pas d'incidence et c'est plutôt positif. Donc voilà, ça introduit, enfin ta question a le résultat, c'est parfait. Je profite de la pause pour poser aussi une question. Oui. Concernant les pourcentages que tu avais indiqués des liens découverts. Oui, à quel moment? Si on recule quelques... Sur le passage où tu dis que tu prends des /24. Oui, voilà. Okay. Comment est-ce que tu as établi ton ground truth? Oui, en fait, c'est notre ground truth, c'est notre dataset complet. Donc, c'est le dataset fait par TNT, où on a des traces routes qui sont lancées vers tous les préfixes routables dans Internet avec la granularité la plus fine possible, donc le /24, puisqu'on considère qu'aller au-delà de ça, c'est inutile, puisque dans une bonne table de routage qui se conduit bien, on ne trouve jamais de préfixe plus petit. Et donc, pour notre ensemble de moniteurs donnés, on considère que c'est notre ground truth. Terminé. Et du coup, d'où le calcul des pourcentages qui est fait là-dessus.
En fait, l'argument des /24, si je me trompe pas, mais je laisserai les experts BGP me corriger, c'est que dans BGP, tu peux pas annoncer moins qu'une /24. Ouais, c'est Et c'est ça. pour ça c'est pour ça qu'en fait, tu t'intéresses jamais à moins qu'une /24 quand tu raisonnes au niveau BGP. Ouais, exactement. C'est ça. Juste pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'au niveau intra-domaine, on pourrait s'attendre à ce que la découpe de l'opérateur, ensuite, elle est beaucoup plus fine que /24. Enfin, nous, on a des traces où on a observé ce genre de choses. Ouais, tout à fait. C'est vrai. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré, mais de fait, pour les préfixes internes, on peut totalement s'attendre à faire une décomposition plus fine. Et forcément, on arrivera, on arrivera à atteindre les routeurs dans l'AS en passant par de nouveaux petits chemins. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré. Et ma question, c'était au niveau de tes vantage points. Tes vantage points BGP, c'est les mêmes que tes vantage points de traceroute ou c'est des vantage points différents? Alors non, en effet, c'est pas les mêmes pour la raison que c'est très difficile d'avoir des collecteurs BGP et des moniteurs qui sont positionnés au même endroit. En fait, si on pouvait avoir cette donnée, ce serait vraiment super. On saurait directement quelle sonde passe par l'AS d'intérêt. Mais comme ce n'est pas le cas, en fait, on fait une approximation. On prend toutes les tables BGP qu'on peut trouver, on les merge ensemble et on utilise ce résultat pour chaque vantage point. Alors, c'est une bonne question parce que, et on en parle dans le papier, ici, j'en ai pas parlé parce que je suis limitée en temps, mais ce merging des tables de routage, en fait, ça va mener à des faux positifs, forcément. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec énormément de traces routes. On se retrouve avec les 800 000 entrées de la table de routage à cause de ce merging. Et c'est pour ça qu'on a besoin alors de nos techniques de réduction qui viennent par après pour pallier à ce problème. Ok. Voilà. C'était clair? Ouais. Emeline, si je peux rebondir, ton merging, c'est ce que tu expliques là. Donc, tu prends toutes les tables de tous les collecteurs RIS et tu prends le plus court chemin, le plus court à espace, et tu supposes alors que tu vas passer par les AS qui sont dans les plus courts à espace. Comment est-ce qu'il se fait le merging ou bien tu le fais par point de collecte RIS? Comment est-ce que tu... Le merging se fait après l'étape de sélection du plus petit à espace. Donc, la sélection sur le plus petit à espace, je le fais par table de routage. Et une fois que c'est fait, alors je merge les tables de routage. Donc, c'est simplement merger les préfixes que j'ai obtenus entre eux. Ok, merci. Est-ce que vous avez utilisé des trucs comme iPlane ou Sibyl pour faire de la prédiction de chemin pour voir si votre trace-route il allait passer par le bon AS ou pas? Non, on n'a pas utilisé ça. Donc, on considère vraiment que l'espace va être, ce sera fidèle, ce sera une prédiction fidèle. Mais oui, comme on va voir dans les simulations par après, parfois on se trompe. Parfois, même si l'espace dit qu'on va passer par l'AS d'intérêt, ce n'est pas le cas. Et toutes les techniques de réduction par après alors. Voilà. S'il y a d'autres questions. J'entends plus rien, donc je vais continuer. Pardon. Oui. Par rapport aux internals pour les IP internes, j'ai pas bien compris pourquoi on s'intéresse aux IP internes de l'AS. Alors, ouais, je vais reprendre le slide. Bon, il n'y a pas vraiment de slide à titrer. Mais en gros, si tu t'intéresses à un AS en particulier, c'est assez naturel de commencer par sonder ses préfixes internes, puisque là, tu as la certitude que tu vas arriver dans l'AS d'intérêt, puisque c'est un préfixe qui lui appartient. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye de prendre la granularité la plus fine possible. Dans ce cas-ci, on s'est arrêté à /24, mais c'est vrai qu'on pourrait aller encore plus loin pour les préfixes internes. Et donc, on a vu avec ce slide-ci que c'était vraiment bénéfique en fait de se concentrer un maximum sur les préfixes internes. Et on verra un tout petit peu plus loin dans la présentation aussi ce que ça représente en termes de découverte, ces préfixes internes, et pourquoi c'est si intéressant de les explorer. D'accord, merci. Ok, alors...
Ouais, on en était au résultat de notre première technique de réduction, la Best Directed Prefixes. Alors, voilà nos résultats. On a deux parties à ce graphe. À gauche, on a les résultats pour le pool initial d'adresses sans aucune réduction. Et à droite, alors, on a les résultats quand on vient d'appliquer la Best Directed Prefixes Reduction. Les barres verticales, elles nous donnent la couverture de la S, que ce soit pour les liens en noir ou pour les adresses en gris. Et ensuite, on a nos points rouges ici qui représentent la réduction du nombre de sondes par rapport au pôle initial où on n'a pas du tout de réduction. Et on a les résultats pour nos 3 AS d'intérêt. Donc, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que la réduction n'a eu aucun effet pour le stub. On a exactement les mêmes niveaux de découverte et on a exactement le même nombre de sondes. Et en fait, ce n'est pas surprenant que pour le stub, la réduction n'ait eu aucun effet parce qu'elle s'applique sur la partie des préfixes dirigés et non pas sur la partie des préfixes internes. Or, ce sont ces préfixes internes qui constituent la grande majorité de la découverte pour les stubs. Comme je le disais tout à l'heure, on le verra un petit peu plus tard, plus visuellement. Et en fait, spoiler alerte pour le reste de l'exposé, mais aucune des techniques de réduction qu'on va appliquer ne seront efficaces pour les stubs. Mais ce n'est pas réellement grave, étant donné que le pool initial d'adresses pour cartographier un stub, il est déjà fort restreint. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de réduire encore plus. Et on va vraiment concentrer nos efforts de réduction sur les grands AS, ceux qui en ont le plus besoin. Donc, si on revient à nos moutons, le transit et le tier 1, eh bien, on constate avec joie que ça a permis de faire une réduction d'environ 30% en termes de nombre de sondes envoyées. Et en plus de ça, on a eu 0 perte dans la topologie de l'AS. Donc, on voit que les niveaux de découverte de l'AS pour les liens et pour les adresses sont exactement les mêmes. Alors, ça, c'était notre première technique. Maintenant, on va passer à notre deuxième technique de réduction, qui est l'overlay reduction. Et cette technique, elle est également basée sur l'analyse des tables de routage, mais ici, c'est un peu plus subtil. Donc, en fait, on a constaté que dans les tables de routage, on se retrouvait parfois dans ce genre de situation où on a un préfixe, par exemple un /22, ainsi que sa décomposition en /24. Donc, tous ces préfixes sont réellement dans la table de routage. Et ça, c'est une chose, mais ce qui est vraiment important, c'est que tous les espaces sont exactement les mêmes. Et ces 4 préfixes qui ont exactement le même espace que leur préfixe englobant, on les appelle les overlays. En fait, c'est une découverte qui a été faite par Geoff Huston, je ne sais pas comment on prononce. Et en réalité, ce genre de situation, c'est un peu du vandalisme de la table de routage parce qu'avoir toutes ces entrées, ça ne sert strictement à rien d'un point de vue routage, d'accord? Parce que tous les paquets destinés vers ce préfixe-là, celui-là, celui-là ou celui-là, ils vont être traités exactement de la même manière dans le réseau. Et du coup, ça représente une belle opportunité pour nous pour réduire encore notre pool d'adresses en ne sélectionnant qu'un seul de ces préfixes au lieu des 4, ce qu'on faisait avant, puisque l'AS d'intérêt apparaissait dans tous les espaces. Donc, on n'en sélectionne plus qu'un, puisque de toute manière, on sait qu'ils vont être traités exactement de la même manière. Alors, quels sont les résultats pour cette nouvelle technique de réduction? On retrouve nos plots habituels, mais ici, j'ai rajouté la partie Overlay Reduction. Alors, sans surprise, pour le stub, ça n'a rien donné, mais ça, j'avais déjà expliqué pourquoi. Pour le transit et pour le tier 1, par contre, ça permet une réduction supplémentaire de 10%. Voilà, là, on était à 70, on passe plus ou moins à 60. Et encore une fois, on voit qu'on n'a aucune perte au niveau de la découverte de topologie de l'AS. Donc voilà, en somme, c'est positif. On a réussi à diminuer de 40% le pool initial avec 0 perte de couverture de l'AS. Alors, on a vu nos 2 premières techniques de réduction. Maintenant, on va passer au tri des cibles. Donc, jusqu'à présent, on avait toujours lancé nos sondes dans un ordre complètement aléatoire. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas moyen de jouer un peu là-dessus pour améliorer les performances d'Anaximander. Alors, en fait, en triant les cibles, on a un double objectif.
Le premier objectif, ça va être d'avoir une découverte qui est la plus rapide possible. Donc, on aimerait commencer par lancer les sondes qui vont nous ramener le plus de découvertes et placer celles qui ne rapportent rien ou presque rien vers la fin. Donc, ce genre de comportement, ça peut être utile notamment dans le cas où on a un budget qui est vraiment très faible et où ça peut être nécessaire de stopper la campagne de mesure avant d'avoir totalement fini. Et notre deuxième objectif, en fait, ça va être de pouvoir réagir en temps réel à l'exploration du réseau et à ce qu'on trouve. Donc, par exemple, si on explore une certaine portion d'Internet et qu'on voit que ça ne mène à rien, ben, on devrait être capable de s'arrêter et d'aller sonder une autre portion. Donc, en somme, ce qu'on veut, c'est découvrir une sorte de pattern dans l'exploration qui pourrait être exploité pour réduire encore plus les sondes nécessaires. Alors, voilà comment on a décidé de grouper nos cibles et de trier nos cibles pour atteindre ces deux objectifs. La première chose qui semble assez naturelle, c'est de grouper les cibles par AS. Et une fois qu'on les a groupées par AS, on va classer tous ces AS en 4 groupes principaux. Le premier, c'est le groupe de l'AS d'intérêt et de ses préfixes internes divisés en /24. Le deuxième, ça va être le groupe des AS directement voisins à l'AS d'intérêt. Le troisième, c'est les voisins à un hop. Et le dernier groupe, ce sont les voisins qui sont situés encore au-delà de ça. Alors, à l'intérieur d'un AS, l'ordre des sondes est aléatoire, il n'y a pas d'ordre. Par contre, entre les AS et dans les groupes, on va classer les AS en fait par ordre croissant d'importance. Alors, l'importance, c'est une notion qui est un peu large. Nous, ce qu'on va faire, c'est se baser en fait sur la notion de Customer Cone, qui est une notion définie par Qaïda et dont on vient un peu de parler, et qui reflète l'importance en fait d'un AS dans le réseau. Alors, voici les résultats d'une simulation en triant les cibles. Qu'est-ce qu'on voit sur ces plots? Tout d'abord, on retrouve nos 4 groupes principaux. En vert, les préfixes internes, en rouge, les voisins directs, en violet, les voisins à un hop, et en jaune, les autres. Dans la partie des voisins directs, il y a des lignes verticales rouges qui représentent les délimitations entre les AS. Et dans les 2 autres groupes, les sondes sont aussi groupées par AS, mais ici, on n'a pas fait de ligne rouge pour que le plot reste lisible. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend en regardant ce genre de plot? En fait, ça nous montre l'évolution de la découverte au fil de la campagne de mesure. Donc, par exemple, pour ce plot, on voit qu'après avoir lancé les 5000 premiers trace-routes, on a déjà découvert environ 70-75% de la topologie de cet AS, à la fois pour les adresses et pour les liens. Ce qu'on peut voir aussi dans ce genre de plot, c'est la contribution de chaque groupe à la découverte. Par exemple, pour le stop, on voit bien que ce sont les préfixes internes qui représentent quasiment toute la découverte. Il y a vraiment quelques petits ratchacha à la fin, mais c'est vraiment les préfixes internes qui font tout. Et on voit aussi que même pour les plus grands AS, les préfixes internes représentent énormément de la découverte. OK. Alors, la première chose qu'on voit aussi, c'est que la courbe de découverte, elle est fort déplacée vers la gauche. OK. Et donc, ça veut dire ça, en fait, qu'on a réussi à atteindre notre premier objectif, à savoir commencer le sondage par les cibles qui rapportent le plus de découvertes et placer celles qui n'en rapportent pas à la fin. Par exemple, si on regarde la S174, qu'on se positionne ici à la limite, on voit qu'avec 50 000 sondes, c'est-à-dire environ 10% de toute la campagne de mesure, on a déjà réussi à obtenir 70% des adresses. Pour les liens, c'est un peu moins bien, mais bon, on voit quand même que ce n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'est la première chose qu'on a réussi à faire. Et la deuxième chose, c'est que en fait, en groupant les sondes par AS, on a réussi à faire apparaître des plateaux. Donc, vous voyez ici, vers la fin, on a de longs plateaux, comme ça. Hop. Et ces plateaux, en fait, ils représentent des moments où on envoie des sondes, mais où on ne découvre rien, ou presque rien. Et donc, ce sont des sondes gâchées. Et en fait, grouper les sondes par AS, ça a aussi permis de faire apparaître des plateaux entre les AS. Alors, ce n'est pas directement visible sur les plots ici à cause de l'échelle et des techniques de réduction qu'on a déjà appliquées, mais il y a bel et bien des plateaux entre les voisins. Et donc, pour mieux le voir, j'ai placé ici un autre plot qui est légèrement différent. C'est une simulation sur
tout le dataset, mais ça a le mérite de montrer qu'on a bel et bien des plateaux qui correspondent à chaque fois au début du sondage d'un nouvel AS. Et en fait, ces plateaux, ils s'expliquent comment? Ils s'expliquent par le fait que lorsqu'on commence à sonder un nouvel AS, on découvre forcément de nouvelles IP et de nouveaux liens. On a donc un pic de découverte au début. Mais au bout d'un moment, toutes les routes qui mènent à cet AS via l'AS d'intérêt, elles sont en fait découvertes assez rapidement et on reprend encore et toujours les mêmes chemins à travers l'AS d'intérêt. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la phase de plateau de l'AS. Ok, donc. Emeline, est-ce que vous, tu l'as peut-être dit, mais vous comptez les liens qui ont une IP dans l'AS voisin ou pas? Oui, j'ai compté les liens interdomaines. Ok. Oui, j'ai une petite question sur votre expérience là. Qu'est-ce qui te dit que si tu n'avais pas commencé par... Qu'est-ce qui te dit que si tu avais commencé par les direct neighbors et pas par les /24 internal, tu n'aurais pas exactement la même shape? Ah, mais parce qu'on a fait l'expérience. Je ne montre pas tous les tests qu'on a fait. Ça, c'est vraiment le résultat final, le mieux du mieux qu'on a pu trouver. Mais si, on a bel et bien comparé plusieurs stratégies entre elles. En fait, il y a une intuition naturelle, Kevin, qui explique pourquoi cette idée marche. C'est que en fait, l'essentiel de ce qui va incurver ton chemin à l'intérieur de l'AS, ça se décide très très tôt. Donc, plus tu regardes une destination qui est proche de l'AS que tu veux explorer, plus c'est là où tu vas obtenir de la diversité de chemin. Et plus tu t'éloignes, typiquement dans la zone jaune, là, il y a très très peu de chances que tu découvres un nouvel aiguillage. Donc, c'est assez intuitif. Et effectivement, si tu commençais par les direct neighbors, tu aurais sans doute une bonne diversité au début, mais ça va a priori marcher pas forcément mieux, ou en tout cas, ça va être comparable au vert dans le meilleur des cas, tu vois. Mais l'intuition, c'est ça, quoi, à mon avis. C'est vraiment que plus ta destination est prête, plus elle a de chances de réorienter la route que tu prends, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, je ne suis pas sûr de ça, mais ok. Mais je ne dis pas que c'est tout le temps vrai, hein, je dis juste que c'est l'intuition de l'idée, à mon avis. C'est ce qui explique que ça marche bien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on regarde la courbe de droite, on a vraiment envie de sampler au moins une IP par AS direct, quasiment en même temps que les verts, quoi. On a l'impression que ça donnerait mieux. Ah, j'ai pas essayé de merger les deux groupes. Ouais, voilà. Mais on va voir juste après, en fait, comment est-ce qu'on peut exploiter ces plateaux pour réduire encore le nombre de sondes. Et oui, si on commençait à merger les deux groupes, ce serait moins évident de faire ce qu'on va faire par la suite. Ok, voilà, je vais continuer. Donc, on en a fini avec notre phase de stratégie, qui est la première phase d'Anaximander. Donc, je le rappelle, l'output de cette phase, c'est d'avoir une liste de cibles ordonnées qui va être utilisée pour le sondage. Et je le rappelle encore une fois, cette phase, elle n'a aucun coût en termes de sonde, c'est juste une analyse des tables de routage. Alors, on va passer en sondage avec notre nouvelle technique de réduction qui s'appuie justement sur les plateaux qu'on a réussi à obtenir en groupant les sondes par AS. Donc, ce qu'on va faire pendant le sondage, c'est assez naturel en fait, c'est que quand on rencontre un plateau, ça correspond à une portion, donc on ne découvre plus rien. Donc, on va s'arrêter de sonder et on va directement sauter à l'AS suivant, étant donné que ça ne sert plus à rien de continuer. Alors, pendant le sondage, évidemment, on n'a pas ces magnifiques plots, donc on ne sait jamais si on a rencontré vraiment le plateau final qui signifie qu'il n'y aura plus de découverte, ou bien si c'est juste une petite accalmie et qu'il y aura encore de la découverte par après. Parce que d'un côté, si on saute trop tôt, on risque de manquer des éléments, et d'un autre côté, si on saute trop tard, on gaspille des sondes pour rien. Donc il faut vraiment trouver le bon moment pendant le sondage pour sauter. Et c'est pour ça qu'on va introduire un nouveau paramètre, taux, qui est compris entre 0 et 1 et qui représente en fait la longueur du plateau après laquelle on va sauter à l'AS suivant. Donc plus taux est petit, plus on saute vite. Par exemple, si taux est égal à 0, on va s'arrêter de sonder dès qu'une sonde va être inutile et qu'elle ne va nous ramener aucune découverte. Et au contraire, si taux est égal à 1, alors on ne va pas du tout appliquer la technique de réduction sur les plateaux. Et donc, c'est ce paramètre qui va nous permettre de contrôler le dilemme entre avoir un maximum de découverte de l'AS et avoir un budget de sonde restreint.
Ok, donc quel va être l'impact du paramètre taux sur la découverte d'un AS? On a ici notre plot habituel avec les expériences rajoutées avec différentes valeurs de taux. Donc on commence à taux est égal à 0,7 jusqu'à taux est égal à 0,1. Alors, regardons d'abord les résultats pour le transit, par exemple. On voit qu'avec la plus petite valeur de taux, on arrive à avoir une réduction de 85% par rapport au nombre de sondes initiales, ce qui est assez impressionnant quand même. Et en plus de ça, on voit qu'on a eu presque pas, limite aucune perte dans la découverte de la topologie. Si on regarde le Tier 1 maintenant, on voit que pour les mêmes valeurs de taux, on a plus ou moins la même réduction du nombre de sondes, mais cette fois-ci, on a quand même un peu de réduction dans la découverte de la topologie. Donc plus tôt est petit, plus on saute rapidement, plus on rate des éléments naturellement. Et donc on voit que pour les adresses, ça va encore. Donc on démarrait avec 90% et on se retrouve avec plus ou moins 85% pour une réduction du nombre de sondes de 80% environ, donc c'est pas mal. Pour les liens, c'est un peu moins bon. On voit que la diminution de la découverte est un peu plus forte. Mais donc voilà, ça va être à l'utilisateur de choisir la valeur de taux qui lui convient le mieux. On n'est pas obligé de choisir la valeur de 0,1 qui est un peu extrême et qui peut mener à des pertes, comme on vient de le voir. On peut plutôt choisir une valeur intermédiaire, comme une valeur de taux égale à 0,5 par exemple. On voit que cette valeur, ça nous permet de réduire quand même de 60% avec vraiment très peu de pertes de découverte. Ou bien alors, si vraiment on veut encore se limiter, on peut prendre la valeur la plus conservatrice qui permet une réduction encore de 10% globalement, tout en n'ayant presque pas de perte de découverte. Enfin bref, c'est à l'utilisateur de voir. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, c'est que dans un premier temps, Rocket Fuel n'est plus adapté à Internet aujourd'hui, et ce n'est pas tellement surprenant étant donné qu'il a été proposé il y a 20 ans. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements dans les réseaux et dans les outils disponibles. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de venir combler ce manque avec Anaximander, qui est notre nouvel outil capable de se concentrer sur un AS en particulier, d'envoyer des sondes à travers cet AS sur base d'informations qu'on collecte dans les tables de routage et qui permet aussi de contrôler le dilemme entre avoir la meilleure couverture de l'AS possible et restreindre un maximum notre budget de sonde. Voilà, merci à tous pour votre attention et c'est la fin de la présentation. Bravo pour cette très belle présentation. On a encore le temps de poser quelques questions ou pas? Oui, bien sûr. On a encore au moins 5 minutes. Ok, alors j'ai deux questions. Ma première, c'est par rapport aux histoires de taux que tu as présentées tout à la fin. J'imagine que tu peux partir avec un taux assez conservatif sur tes sondes au début, et ensuite, si tu estimes que ce n'est pas suffisant, continuer à envoyer plus de sondes, ce qui revient à augmenter ton taux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que choisir taux égale 0,1 ou 0,2, ce n'est pas un choix définitif. Tu peux continuer ta campagne de mesure après, j'imagine. C'est-à-dire que je ne comprends pas bien. Normalement, quand on lance l'outil, on lui donne le paramètre et alors il s'arrête de sonder. Si j'ai bien compris, ton taux, en fait, c'est le moment où tu dis bon, là, j'ai fini d'explorer ce plateau. Enfin, ça a l'air d'être un plateau, plus exactement. Donc, je passe à la tranche rouge suivante dans ton schéma. Mais tu pourrais garder trace de où tu en étais rendu dans tes différents plateaux et dire ah, si finalement, en fait, j'ai envie d'allouer plus de probes, comme je me souviens de ce que j'ai déjà mesuré, je reprends la mesure à partir de où j'en étais pour compléter et augmenter ou diminuer le taux. Enfin, tu le mets dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais en soi, si on voit qu'on a utilisé le nombre de sondes qu'on voulait et qu'il nous reste une petite partie de budget, on peut, pourquoi pas, essayer d'explorer encore plus loin. Ouais. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, ça rend ton outil plus souple parce que ton taux, c'est pas genre un choix définitif qui entérine le truc. C'est genre si tu te dis ah finalement, je paierais bien quelques probes de plus pour voir si je peux gratter un petit peu, tu vois, tu tournes le curseur et ça te coûte pas beaucoup plus cher parce que tu récupères toutes tes mesures que tu as fait en amont. Ouais, c'est Donc vrai. ça, c'est ma première.
Oui, on n'y Voilà, avait pas pensé, merci. Bah écoute, c'est gratuit, c'est cadeau. Ma deuxième question, qui est plus pragmatique, c'est bon, tu dis que l'Internet a changé, etc. Mais bon, les protocoles n'ont pas vraiment changé. Et, enfin, je veux dire, les routeurs fonctionnent toujours pareil, IP, BGP, tout ça, ça fonctionne pareil. Donc, je dirais plutôt que, euh, enfin, quand tu dis Rocket Fuel, c'est obsolète, ce qui me dérange un petit peu, c'est plus exactement qu'il existe des techniques qui permettent de faire mieux que ce qui a été fait aujourd'hui. Mais ça, c'est plus du phrasing. Par contre, ce qui était très très intéressant avec Rocket Fuel, et c'est pour ça qu'en fait on parle encore beaucoup de ce projet aujourd'hui, c'est qu'il mettait, comme tu le disais en début de présentation, beaucoup de datasets à disposition. Et je me demandais justement dans quelle mesure, avec ton outil, en fait, vous alliez mettre à disposition des topologies publiques. Si oui, où elles seraient? Est-ce qu'il y a un endroit qui est citable, etc., etc. Oui, c'est dans nos projets en fait de mettre à disposition de nouvelles cartes intradomaines, mais voilà, là on n'est pas encore prêt à le faire, mais oui, c'est dans les plans. D'accord, ok, c'est juste dans les cartons. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. En tout cas, bravo pour ta présentation. C'était très clair et très bien présenté, en tout cas pour moi. Donc, Merci beaucoup. félicitations. Et je Merci. laisse la place aux autres. J'ai une question aussi, Emeline. Donc, ton exemple de Tier 1, c'est un Cogent AS174. Je parle belge puisque c'est ma langue maternelle aussi. Ah oui, Et je n'avais donc, pas remarqué que je n'avais pas du tout dit 174 dans toute la présentation. ça ne change pas, au moins, je n'ai pas besoin de réfléchir. Oui, n'y avais même pas pensé. Mais donc, cet AS, en fait, il est reconnu pour faire pas mal de MPLS. Et donc, je suppose que l'objectif d'utiliser TNT, c'est que tu vas décomposer quand tu découvres un tunnel, tu le décomposes pour découvrir les liens et les IP internes, même s'il y a un tunnel, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et est-ce que tu as regardé, parce que donc, on a observé, enfin, dans toutes vos études préliminaires à l'équipe à Liège, vous avez vu ça aussi, c'est que Cogen, c'est un cas particulier de par tous ces tunnels. Et donc, maintenant que tu utilises TNT et que tu utilises ta technique pour faire du mapping d'AS, est-ce que tu as aussi essayé de faire le mapping d'autres Tier 1? Et est-ce que c'est encore un cas à part maintenant que tu découvres plus la topologie, ou est-ce que ça reste, maintenant ça devient, Cogen devient une topologie similaire aux autres Tier 1? Alors, de fait, on a essayé de mapper plusieurs AS. Là, je vous en ai présenté que 3 parce qu'ils avaient des comportements intéressants, mais on en a fait plusieurs, évidemment. Seulement, on n'a pas regardé plus en profondeur leur déploiement MPLS. Donc, on utilise l'outil parce que voilà, c'est notre outil par défaut, puisqu'il est fort complet et qui permet de trouver d'autres choses. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas regardé le déploiement MPLS, ni fait des comparaisons entre les réseaux MPLS. Mais surtout peut-être regarder au niveau IP, vu que vous avez la capacité de faire fi de MPLS pour découvrir ce qu'il y a en dessous, et ben, ce sera intéressant de voir maintenant ce qu'il y a en dessous, donc la topologie au niveau IP, est-ce qu'elle est similaire, donc le degré des nœuds, la centralité, etc. Est-ce que c'est similaire dans la topologie Cogent par rapport aux autres? Oui, de fait, ça peut être intéressant. Mais quand on publiera des cartes, on aimerait évidemment fournir le plus d'informations avec. Et comme on a la formation MPLS, ce sera quelque chose qu'on inclura dedans d'office. Ok, merci. J'avais une remarque qui n'est pas une question. C'était par rapport au passage sur le vandalisme des tables BGP dont tu parlais. En fait, je suspecte qu'en fait, c'est quelque chose qui est normal. C'est typiquement, en fait, tu as un customer qui a 4 petits préfixes et il veut les distribuer selon 4 points de sortie spécifiquement. En gros, donc tu as point 1, point 2, point 3, point 4. Et comme il n'est pas sûr en fait que tous les points vont être, enfin qu'un point ne risque pas de tomber, ils envoient en plus une route de backup le long de ces points. Ce qui explique pourquoi tu avais une /22 et peut-être 4/24. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut expliquer en fait pourquoi tu as des préfixes englobants et des préfixes inclus. Ton préfixe englobant, ça va être une route de secours et les petits préfixes, ça va être ceux qui correspondent à la politique de routage que cette AS a envie de déployer. Mais ils envoient les deux au cas où tu as un des points d'interconnexion qui lâche et dans ce cas-là, ça rebascule sur le gros préfixe pour le petit préfixe. Oui, d'accord, parce que de fait, il y a des… C'est ce que Geoff Houston appelle des plus spécifiques, c'est quand tu essayes de faire du traffic engineering en envoyant, voilà, c'est ça.
Mais alors oui, c'est vrai que ça peut être une explication, un truc de backup. Jeff c'est Houston disait que c'était c'était une technique un peu moyenne pour essayer de pallier les attaques, les hijack attaques dans BGP, mais que c'était pas super efficace, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être une autre raison pour laquelle les AS font ça. Ouais, et du coup, je finis juste, si tu me permets, Christelle. Du coup, en fait, tu pourrais même presque imaginer, alors c'est un autre travail hein, qui n'est pas en rapport avec toi, mais je sais qu'en tout cas, à Orange, enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais on avait pendant un moment un problème où justement, on avait des tables de routage BGP qui étaient un peu grosses et où on avait envie de réagréger tous ces petits préfixes en un gros préfixe. Mais chut, ceci ne s'est jamais produit et je ne suis pas sûr de la véracité de ces termes. Mais bref, tu pourrais imaginer un outil enfin, tu pourrais imaginer des outils où tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, j'ai collecté plein de petits préfixes. Ça sert peut-être à rien de les rebalancer plus loin dans l'Internet parce que c'est un détail de capillarité qui est vraiment très très proche de la bordure et qui n'a pas besoin d'être distribué dans le cœur de l'Internet. Et en gros, diminuer le nombre de routes BGP qui circulent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Si, oui. Voilà. Donc, c'était pour le chapitre vandalisme. Excuse-moi, Christelle, je t'ai interrompu, donc je te rends le micro. Non, mais je vais laisser Kevin, puisque c'était juste une remarque sur ce que tu disais. Mais Kevin a une question aussi. J'ai une question. Pourquoi vous prenez pas comme grande trousse le load balancing dans votre campagne de traceroute au début? C'est-à-dire? Vous utilisez des traceroutes. J'imagine que vous utilisez des Paris traceroute classiques. Cette TNT, c'est une extension à Paris Traceroute. Et vous avez pas l'extension, on va dire MDA, qui permet de découvrir les chemins à répartition de charge? Ouais, non, on n'a pas l'extension. Mais on y avait songé, mais voilà, pour ce travail-ci, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Mais on y a pensé, on ne l'oublie pas. Du coup, et ma question, c'est lorsque vous comparez les discoveries, vous comparez du coup en proportion ou vous comparez que vous avez découvert exactement la même chose que ce que vous aviez dans votre grande trousse? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous regardez si vous avez 90%, est-ce que vous regardez que c'est exactement les mêmes liens et les mêmes nœuds que vous redécouvrez avec vos stratégies, ou est-ce que vous dites juste, bon, on a redécouvert 90%? Mais en fait, c'est des simulations, donc on relance les sondes dans certains ordres, en sélectionnant certaines, en mettant d'autres sur le côté. Donc oui, quand on redécouvre, c'est sur le même dataset, donc tu vois? Ok. Donc ce sont les mêmes liens et les mêmes routeurs. Pour rebondir là-dessus, il y a un risque que si vous faites de vraies expériences, vous allez trouver de nouveaux liens. Ouais, c'est ça ma. Ouais. C'est sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non. Bon, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Emeline, pour ta présentation. C'était très bien et très clair. Personnellement, j'ai appris plein de trucs. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.